Bienvenue à la 12e leçon du cours d'algèbre linéaire. Notre deuxième leçon est intitulée Matrices et applications linéaires. Le sommaire. Premier paragraphe, matrice d'une application linéaire. Deuxième paragraphe, changement de base. Troisième paragraphe, effet d'un changement de base. Quatrième paragraphe, rang d'une application linéaire. Donc, matrice d'une application linéaire. Dans ce paragraphe, on va associer à toute application linéaire une matrice. Bien sûr, après avoir fixé deux choix de base, l'un dans l'espace de départ et l'autre dans l'espace d'arrivée. Donc, dans ce paragraphe, on va associer à une application linéaire, une fois qu'on s'est fixé une base dans l'espace de départ et une base dans l'espace d'arrivée, on va lui associer sa matrice par rapport à ces deux bases-là, par rapport au choix de ces deux bases. Alors comment? Soit f de U dans V une application linéaire. B égale E1, En, une base de U. Donc, f est, on remarque que f est entièrement déterminé par les images f de 1, etc., f de n. Autrement dit que si on connaît f de 1, f de n, pour E1, En, une base de U, alors on connaît les images de tous les autres vecteurs. En effet, si U est un élément de U, U va s'exprimer suivant la base E1, En et d'une manière unique sous la forme U égale lambda 1, E1, plus etc., plus lambda n, En. Où lambda n, ce sont des éléments de K. Bien sûr, il faut rappeler aussi que U et V sont des espaces vectoriels sur le même corps K. Lambda n sont uniques. Donc, f de U sera égal, en utilisant la linéarité, c'est lambda 1 f de 1 plus lambda n f de n. Donc, on a bien le droit de dire que f de U est entièrement déterminé par f de 1, f de n. Et ceci, quel que soit U. Autrement, on dit que f est une application qui est déterminée complètement par la donnée de f de 1, f de n. Donc, finalement, caractériser une application linéaire, ça revient à donner les images des vecteurs d'une base. Vous choisissez une base quelconque de l'espace U, vous donnez à ces vecteurs de base chacun une image, et donc vous avez déterminé votre application linéaire d'une manière unique. Voilà. Alors, ceci va nous permettre de poser les choses suivantes. C'est que si C égale à F1, Fp est une base de V, on pose pour J égale à 1 jusqu'à N, F de EJ, et EJ c'est l'élément de la base E1, E2, N de U, F de EJ va s'exprimer suivant cette base. Parce que vous savez, tout élément dans l'espace vectoriel, si on se donne une base, tout élément peut s'exprimer suivant cette base. Donc, F de EJ, qui est un élément de V, va s'exprimer suivant la base F1, F2, Fp. Donc, je peux écrire que F de EJ, ça sera une combinaison linéaire avec des composantes uniques, c'est-à-dire, je vais la noter A indice IJ, I pour dire que c'est s'attirer à la premier vecteur de base FI, A indice IJ, I pour dire que c'est en relation avec le vecteur de base FI, et J pour dire que c'est en fait en relation avec F de EJ. Donc finalement, cette composante-là, elle dépend de EJ, c'est pour ça qu'on l'indexe par J, et elle dépend de I, c'est pour ça qu'on l'indexe par I. Bien sûr, ce sont des scalaires. Finalement, cette écriture-là pour J variant de 1 jusqu'à N va donner des termes A indice IJ qui vont donner une matrice. Donc cette matrice-là, qui est de type P', N colonne. Vous remarquez que N, c'est la dimension de U, de l'espace de départ, et P, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Donc finalement, cette matrice A, elle permet de définir F de EJ. Parce que F de 1, par exemple, c'est A1, 1, F1, A1, 2, A1, 1, F2, c'est-à-dire ici, A1, 2 ici, A3, 2, A3, A2, 1 ici, A3, 1 ici, etc., AP1. Donc finalement, cette matrice détermine complètement F de EJ pour J allant de 1 jusqu'à N. Donc au lieu d'écrire à chaque fois comme ça, en faisant dire que J varie de 1 jusqu'à N, on va écrire la matrice. Bien, alors c'est une matrice qui est de P' et N colonnes,
il admet n colonnes et p lignes, et s'appelle justement la matrice de l'application linéaire f par rapport aux bases B et C. Il ne faut pas oublier, on est parti de B et de C. B qui est E1, En, et C qui est F1, Fp. Donc, on écrira A égale matrice de F par rapport à la base B et C. Donc, c'est la matrice de F par rapport aux bases B et C. Bien sûr, cette matrice, elle dépend de F, elle dépend aussi de B et C. Hein. C'est le choix des bases est primordial. Quand on change de base, B ou C, la matrice A ne sera pas la même. Il n'y a pas de raison pour qu'elle reste la même. Donc, finalement, on écrira M égale à la matrice de F par rapport au choix de base B et C. Maintenant, un exemple. Alors, l'exemple que je précise, c'est le suivant. Je considère F une application de R3 vers R2 qui est définie de la manière suivante. F de x, y, c'est x plus y plus z, x moins y moins 2z. C'est bien une application linéaire. Hein? Visiblement, il est linéaire. Maintenant, si bêta égale E1, E2, E3 est la base canonique de R3 et C égale à F1, F2, la base canonique de R2, je peux envisager la matrice de F par rapport au choix de base bêta et C, B et C, hein, B et C. Donc, c'est un choix de base c'est le choix de base canonique aussi bien dans R3 que dans R2, et je dois exprimer la matrice de F par rapport à ces deux bases, B et C. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tout d'abord, je calcule F de E1. F de E1, c'est 1, 1, donc c'est F1 plus F2. Hein? Je calcule F de E2, c'est 1 moins 1, donc c'est F1 moins F2. Et puis F de E3, c'est 1 moins 2, donc c'est F1 moins 2 fois F2. Donc finalement, à quoi égale la matrice? La matrice, ça sera ici les composantes de F de E1 suivant la base F1, F2, donc c'est 1, 1. J'écris ici 1, 1. Ici, les composantes de F de E2 par rapport à F1, F2, c'est F1 moins F2, c'est-à-dire 1 moins 1, 1 moins 1, et là, c'est 1 moins 2, parce que F de E3, c'est F de 1 moins 2 fois F2. Donc, vous voyez bien que la matrice s'écrit d'une manière très simple. C'est une matrice de 2 lignes à 3 colonnes. Hein? 2 lignes, 3 colonnes. Alors, remarquez que pour pouvoir écrire la matrice d'une application linéaire, il faut tout d'abord calculer f de E, où E est un vecteur de base, et il faut le décomposer suivant la base qu'on choisit dans l'espace d'arrivée. Hein? Donc il faut le calculer, mais pas simplement le calculer, il faut aussi connaître ses composantes par rapport à la base d'arrivée qu'on a choisie. Et ça, il faut le faire pour tous les éléments de la base choisis dans l'espace de départ. Hein? Tous les vecteurs. Ici, on a 3 vecteurs, 1, 2 et 3, donc on écrit f de 1 égale la décomposition suivant f1, f2. On écrit f de E2, la décomposition suivant f1, f2 aussi. Et là, suivant f1, f2. Donc ça donne ce résultat-là. Et donc la matrice. Bien. Alors, vous voyez bien que cette écriture est matricielle. Elle servira certainement à quelque chose. Hein? Alors, je vous dis tout simplement qu'elle permet d'écrire les choses beaucoup plus facilement, hein, la matrice. Alors justement, l'écriture matricielle. Alors l'écriture matricielle, c'est la chose suivante. Soit F, une application linéaire de U dans V, bêta E1, En, une base de U, C, F1, Fp, une base de V. Donc, une fois on a choisi une base de U, une base de V, donc on peut choisir la matrice de F par rapport au choix de base B et C. Alors, je note M égale la matrice de F par rapport au choix de base B et C. C'est la matrice que je note AIJ. C'est une matrice à P ligne et N colonnes, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, si un élément X est dans U, il va s'exprimer suivant la base B. Donc, il va s'écrire d'une manière unique sous la forme sigma xj de j égale à 1 jusqu'à n. Bien sûr, les xj, ce sont des scalaires. Donc, on va poser grand X, c'est la matrice de X par rapport à B, c'est-à-dire la matrice formée par les composantes, la matrice colonne, vecteur colonne, c'est un vecteur colonne, et une colonne qui est formée par les composantes, hein, je dis bien les composantes de X par rapport à la base B. Donc, c'est X1, etc., Xn. Donc, vous prenez X, vous cherchez ces composantes par rapport à la base E1, E2, N, et vous écrivez grand X comme étant ce qu'on appelle la matrice de X par rapport à B, c'est la matrice formée par les composantes de X, de petit x, par rapport à la base E1, E2, N.
Et vous écrivez les composantes comme ça, sous forme de vecteurs colonnes. Alors, ces vecteurs colonnes, aussi, on prend y égale à f de x, donc c'est y1 f de 1 plus yp f de p. Bien sûr, f de x égale y est un élément de v, donc il va se décomposer suivant la base f1, f2, fp. Donc il aura des composantes y1, y2, yp. Donc on pourra poser grand Y, c'est la matrice de f de x par rapport à C, c'est un certain y, y1, y2, yp. Donc tout le problème revient à exprimer grand Y, c'est-à-dire les composantes de f de x par rapport à la base f1, fp, en fonction de m et de x. M qui est la matrice de f par rapport à la base b, c, et x qui est la composante de petit x par rapport à la base b qui est E1, E2, En. Donc, le problème, c'est ça, c'est comment exprimer y en fonction de m et de x. Et cette manière-là d'exprimer y en fonction de m et de x va donner un intérêt à l'utilisation de la matrice m. Bon, on écrit tout simplement y égale à f de x, on remplace x par sigma de j égale à 1 jusqu'à n xj. Ici, on utilise la linéarité, hein, donc sigma de j égale à 1 n xj f de ej. F de ej, on le remplace par sa valeur qui est en fonction des termes a et i, souvenez-vous, on a déjà dit ça. Donc sigma de i égale à 1 p a i g f i, et maintenant on intervertit le signe somme, on a bien le droit. Donc finalement, c'est sigma de i égale à 1 p, la somme que je mets entre parenthèses, c'est-à-dire j égale à 1 n a i g j fois fi. Mais ça doit être égal à sigma de yi fi. Maintenant, puisque f1, f2, fp est une base, puisque ce vecteur se décompose suivant fi de cette manière et suivant fi de cette autre manière, donc finalement, pour tout i, ce qu'il y a entre parenthèses ici va être égal à yi pour tout i. C'est-à-dire yi égale sigma de aij xj pour j égale à 1 jusqu'à n. Et ceci, quel que soit i. Et cette écriture-là, c'est ce qu'on écrira d'une manière plus condensée, grand Y égale m de x. Hein? Grand Y égale m de x, ça signifie que quel que soit i, yi égale sigma de aij xj. Donc vous voyez bien que c'est la relation qu'il y a entre y, m et x, comme on s'est prononcé au début. Hein? On s'est fixé pour idée, pour but, quelle relation y a-t-il entre y, m et x? C'est ça la relation. Alors remarquez que y est de type P1, m est de type Pn, x est de type N1, donc finalement Pn fois N1, ça fait P1, et c'est bien le type de y. Vous remarquez qu'il y a bien concordance pour les types, pour ces matrices-là. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Donc voilà. Alors bien sûr, donnons-nous quelques exemples. Alors l'exemple est le suivant. Hein? Soit f, une application de R3 vers R2 définie par f de xy égale x moins 2y plus z, x plus y moins z. Alors, c'est une application qui est visiblement linéaire. Hein? C'est une application qui est linéaire. On choisit B, C, les bases canoniques respectivement de R3 et R2. Donc, vous connaissez qu'est-ce que c'est les bases canoniques. Donc, la matrice de f par rapport à BC, c'est quoi? Il faut calculer ici f de 1, 0, 0. Donc, vous aurez 1 par rapport à la base de R2, donc 1, 1. F de E2 c'est 0, 1, 0. Donc, vous aurez moins 2 et 1, donc moins 2, 1. Et f de 0, 0, 1, vous aurez 1, moins 1. Donc, finalement, vous avez la matrice de f par rapport à BC, qui est une matrice à donner 3 colonnes, qui est 1, 1, moins 2, 1, 1, moins 1. Donc, c'est la matrice de f par rapport au choix de base BC. Bien sûr, je rappelle que BC, ici, c'est les bases canoniques. De toute façon, f était donné pour les vecteurs x, y, z qui étaient déjà exprimés suivant la base canonique. De même qu'ici, l'image est exprimée par rapport à la base canonique. Parce qu'on écrit par rapport au choix de base canonique, c'est-à-dire naturel. Bien. Alors, si vous avez u égale moins 3 de 1, f de u, ça sera y1, y2. Alors, x, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est moins 2, 3, 1. Y, c'est y1, y2. Donc, y égale à mx. Je multiplie m par
par x, et j'ai alors moins 7, 3. Et moins 7, 3, c'est l'image de ce vecteur u par f. Donc f de u, en fait, c'est quoi? C'est moins 7, 3. Y, c'est y1, c'est moins 7, y2, c'est 3. Vous remarquez ici, c'est une manière très simple de calculer l'image d'un élément, une fois qu'on connaît les composants de cet élément par rapport à une base et la matrice de l'application linéaire par rapport à cette base-là. Bien sûr, il faut bien respecter le choix des bases. Si vous avez votre matrice par rapport à un choix de base B et C, alors vous pouvez calculer les composants de f de x en connaissant les composants de f de u, en connaissant les composants de u par rapport au choix de la base B, et ça vous donnera les composants de f de u par rapport à la base C. Donc, c'est important de respecter le choix de base. Bien, alors, maintenant, dans ce paragraphe-là, changement de base, on va s'attaquer à un problème qui arrive, c'est que vous avez un espace vectoriel, donc votre espace vectoriel, il admet une base, il peut en admettre une autre. Donc, un vecteur U, il aura une composante par rapport à une base, il aura d'autres composantes par rapport à une autre base. Et le problème tout naturel qui se pose, c'est que quelle relation y a-t-il entre les composants de U par rapport à une base et les composantes de ce même vecteur U par rapport à une autre base? C'est une question tout à fait naturelle qui se pose, et c'est ce qu'on va voir aussi bien pour les composantes de U que pour la matrice d'une application linéaire, parce qu'elle aussi, elle sera amenée à connaître des changements une fois on change le choix de base. Alors le changement de base, paragraphe, alors, tout d'abord, soit U un K-espace vectoriel de dimension n, je prends B, E1, En et B', E'1, E'N de base de U. Donc, pour U appartenant à grand U, U va s'exprimer suivant la base E1, En. Il y aura des composantes XI, X1, X2, Xn. Il y aura aussi des composantes X'1, X'2, X'N suivant la base E'1, E'2, E'n. Donc, les XI ne sont pas nécessairement égales aux X'J. Il n'y a pas de raison pour qu'ils le soient. Ça, ce sont les composantes de U par rapport à la base E1, En. Et ça, ce sont les composantes de U par rapport à la base E'1, E'2, E'n. Mais, toujours est-il, quelle relation y a-t-il entre ces composantes-là, les X1, les X2, les Xn, et les X'1, X'2, X'N? Bon. Alors, on notera grand X. Bon, ici aussi, on prend les notations plus simples. On notera grand X, la matrice de U par rapport à B, c'est-à-dire les composantes de U par rapport à la base B, c'est X1, X2, Xn. Et on prend X' égale la matrice de U par rapport à B', c'est-à-dire X'1, etc., X'N. Relation, quelle est la relation entre X et X'? C'est ça le problème, je me suis posé au début. Alors, pour avoir la relation existante entre X et X', on écrira E'J. E'J est un élément de l'espace vectoriel U. Donc, il va se décomposer suivant la base E1, E2, N. Donc, on va l'écrire comme ça. Sigma de U égale à 1, PJ, UI. Bon, pourquoi on prend double indice? Pour dire PI pour dire que c'est la composante suivant EI, et J pour dire que c'est pour le vecteur E'J. Donc, c'est tout à fait normal que de le noter en double indice. Bien sûr, ce sont des scalaires, des éléments de K. Bon. Alors maintenant, la matrice P, qui est formée justement par ce terme PIJ, c'est-à-dire la matrice dans le terme qui est situé sur la IM lim, JM colonne, exactement ce terme PIJ, la matrice comme ça. La JM colonne, bon, on le dit ici, la JM colonne de P, ce sont les composantes du vecteur E'J dans la base B, tout simplement. Donc, pour connaître la matrice P, il faut prendre chacun des vecteurs de la base B' et prendre ses composantes par rapport à la base B. Et écrire ce composant suivant la colonne. Le premier vecteur va donner la première colonne, le deuxième vecteur va donner la deuxième colonne, etc. L'énième vecteur va donner la énième colonne. Donc, vous avez cette matrice P. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette matrice P? Cette matrice P, son déterminant, c'est le déterminant de ces n colonnes, c'est-à-dire les composantes de système B' par rapport à la base B, c'est-à-dire déterminant de B', c'est-à-dire déterminant du système E'1, E'N. Or, E'1, E'N est une base de l'espace vectoriel. Et on a vu dans une autre leçon que si un système de vecteurs formé de n vecteurs est une base dans un espace de dimension n, nécessairement le déterminant de ce système est non nul. Donc le déterminant de P est non nul. Alors le déterminant de P est non nul, donc P est inversible. Donc cette matrice P,
il est quand même d'une régularité très importante parce qu'il est inversible. Hein. Donc, on peut multiplier par son inverse, donc c'est une matrice qui est inversible. Hein. Donc, il est inversible justement parce que le déterminant de P, c'est le déterminant du système E'1, E'N, qui est libre, et par conséquent, ce déterminant est non nul. Vous remarquez ici que la matrice P, c'est une matrice carrée d'ordre n, inversible. Donc vous voyez bien que P est inversible. Alors maintenant, et on a la relation x égale à px'. Cette relation, elle est donnée à partir de l'expression de x exprimée suivant la base E1, E2, En et exprimée suivant la base E'1, E'2, E'n. Et avec la définition de P, on a bien x égale à px'. Là, j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'en général, on connaît grand X, hein, et c'est x' qu'on cherche. Mais la relation, justement, elle ne facilite pas la vie, dans la mesure où on doit inverser P pour avoir x'. Parce qu'en général, on connaît x, et c'est x' qu'on ne connaît pas. Hein. Mais là, la formule, c'est x égale à px'. Donc vous remarquez un peu le caractère, je dirais, pas du tout très gentil, hein, de cette formule, parce qu'au lieu de nous donner x' directement, il nous donne x en fonction de x'. Alors que nous, on a besoin de x' en fonction de x. Mais toujours est-il, on pourra toujours inverser notre matrice P. Alors P, c'est ce qu'on appelle la matrice de passage de B à B'. Hein. On l'appelle pourquoi matrice de passage? Parce qu'elle permet de passer de B à B'. Parce qu'elle permet, bon, c'est plutôt son inverse en fait, hein. Elle permet de passer des composantes de x par rapport à B aux composantes de x par rapport à B'. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle en français la matrice de passage de B à B'. Et on la note comme ça. Moi, je la note comme ça. P égale passage de B, je mets flèche, B'. Hein. Je crois qu'avec cette notation, aucune confusion ne peut avoir lieu. Hein. Je dis bien P égale passage de B à B'. Bien. Alors, exemple. Un exemple éclaircit toujours les choses. Alors, prenons U égale à R3 et B égale à E1, E2, E3, la base canonique. Donc, pour la base de départ, c'est la base canonique qu'on connaît. Alors, maintenant, prenons E'1 égale à le vecteur 1, 2, 3, E'2 égale le vecteur 1, 2, 2, le E'3 égale le vecteur 1, 3, 3, et considérons, voyons si ce système E'1, E'2, E'3 est une base. Pour cela, calculons le déterminant formé par la matrice de ce système, qui sera une matrice carrée d'ordre 3. Ce déterminant, il vaut 1, hein, je vous laisse le soin d'effectuer les calculs, qui est non nul, donc le rang de ce système est 3, et donc le système E'1, E'2, E'3 est une base de R3. Parce que vous savez, je vous le rappelle, dans R3, tout système de rang 3 est une base. Tout système de rang 3 formé de 3 vecteurs est une base. Alors, notre système, il est formé de 3 vecteurs, il est de rang 3, donc c'est une base, parce qu'il est libre, et un système formé de 3 vecteurs dans R3 qui est libre est une base. Donc, B' égale E'1, E'2, E'3 est une base de R3. Alors, c'est une base de R3, tant mieux, mais dans ce cas-là, on peut écrire la matrice de passage. Et la matrice de passage, justement, là, c'est le composant de E'1 par rapport à la base canonique, et là, c'est le composant de E'2 par rapport à la base canonique, et là, c'est le composant de E'3 par rapport à la base canonique. Et c'est ce qui donne la matrice P, la matrice de passage. Alors maintenant, vous remarquez que la matrice de passage, c'est la matrice par laquelle on a calculé le déterminant pour dire que le système E'1, E'2, E'3 était libre, tout simplement. Alors U égale à 1, 1, 1, X, la matrice de U par rapport à B, c'est 1, 1, 1. Maintenant, X', comment elle va s'écrire? Matrice de U par rapport à B', ben c'est P-1 fois X. Et là, vous voyez un peu le malheur des choses. Hein. Il faut absolument inverser P. Et quand même, c'est une matrice d'ordre 3, mais il faut l'inverser. Je vous laisse le soin de calculer P-1 pour exprimer les composantes de X par rapport
est 1, 1, qui a pour composante 1, 1, 1 par rapport à la base canonique, de trouver ces composantes par rapport à la base E'1, E'2, E'3. Bon, bien. Alors, nouveau paragraphe, c'est l'effet d'un changement de base. Alors, pourquoi effet d'un changement de base? Quand vous avez une application linéaire, vous choisissez une base B dans l'espace d'arrivée, une base C dans l'espace de départ, et donc vous avez une certaine matrice M par rapport au choix de base B et C. Supposez maintenant que vous prenez une autre base B' dans l'espace de départ et une autre base C' dans l'espace d'arrivée. Donc vous aurez une autre base N entre... donc vous aurez une matrice N de F par rapport au choix de base B' et C'. Le problème, c'est que quelle relation y a-t-il entre M et N? Ben, de prime abord, il n'y a aucune raison pour que M soit égal à N. Mais une relation entre les deux, c'est quelque chose de très légitime à se le demander. Hein. Donc, alors voilà. Soit F de Kn vers Kp linéaire, B base de Kn, C de base de Kp. Donc, dans Kn, je choisis deux bases B, hein, et dans Kp, je choisis deux bases C. Donc, je peux parler de la base, de la matrice de F par rapport au choix de base B, C. Hein. Donc, je peux dire N, c'est la matrice de F par rapport aux bases BC. De même, je peux noter grand N, la matrice de F par rapport à B', C'. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont deux matrices. En général, il n'y a pas de raison pour qu'elles soient égales. Mais je me pose aussi toujours la question, quelle relation y a-t-il entre M et N? Hein? Je me propose de trouver la relation existant entre M et N. C'est ça l'objet de notre paragraphe. Alors, comment trouver cette relation-là? Ben, tout d'abord, on va écrire la chose suivante. X est Px', hein, parce que P, c'est la matrice de passage de B à B', hein, je répète, P, c'est la matrice de passage de B à B'. Q, c'est la matrice de passage de C à C'. Donc, je peux écrire X égale à Px', Y égale à QY', Y égale à Mx, parce que M, c'est la matrice de F par rapport au choix de base B et C, et Y' égale à Nx', parce qu'on travaille par rapport au choix de base B' et C'. D'où Y, c'est Mx, mais X, c'est Px', donc Y égale à Mpx', aussi Y, c'est QY', donc c'est QNX', et ceci pour tout X. Ceci pour tout X, donc Mpx' égale à QNX'. Alors, Mpx' égale à N, P égale à Q, N, X', ceci, quel que soit X', donc je peux simplifier et écrire MP égale QN. Donc finalement, MP égale à QN, comme Q est inversible, hein, parce que c'est une matrice de passage, donc N c'est Q-1 MP. Donc vous voyez bien que ça permet d'avoir une relation entre N et P. Ben c'est Q-1 fois M fois P. Bien. Hein? Un cas particulier, soit U, un cas espace vectoriel, F de U vers U linéaire. Hein? Donc ici, vous remarquez que je prends un endomorphisme, c'est-à-dire je prends une application linéaire de U dans lui-même, et donc ici, je ne fais que, pour le choix de base, je fais juste simplement, je considère simplement deux bases, B et B', base de U. Donc je note P, la matrice de B à B', je note M, la matrice de F par rapport au choix de base BB,
et je note n, la matrice de f par rapport à B', c'est-à-dire j'aurai n égale, la formule précédente, on aura P égale à Q. Donc n égale à P moins 1, MP. Vous remarquez que ce type de matrice, elles sont on va les voir dans d'autres leçons, elles sont ce qu'on appelle de matrices semblables, c'est-à-dire de matrices n et m seront dites semblables parce que n égale à P moins 1 fois m fois P, où P est une matrice inversible. De matrices n et p qui sont comme ça, c'est-à-dire on dira que n et m sont semblables, si seulement s'il existe P inversible tel que n égale à P moins 1 MP. Vous voyez bien que c'est une relation d'équivalence entre matrices. Une matrice est toujours semblable à elle-même. Si n est semblable à m et m semblable à r, alors n est semblable à r, et que si n est semblable à m, m est semblable à n. Donc deux matrices comme ça seront dites semblables. Donc la relation dans ce cas-là, pour un endomorphisme U, quand on fait un changement de base B, P', les matrices sont... la relation entre les matrices de F par rapport au choix de base B, B' est celle-là, n égale à P moins 1 fois M fois P, où P c'est la matrice de passage de B à B', et où M c'est la matrice de F par rapport à B, et où N c'est la matrice de F par rapport à B'. Donc voilà. Alors, une remarque c'est que déterminant de n, c'est déterminant de p moins 1 fois m fois p, c'est déterminant de m, parce qu'on a vu sur une propriété que déterminant de p moins 1 mp, c'est déterminant de p moins 1 m, donc c'est déterminant de p moins 1 fois m, c'est-à-dire déterminant de n fois m, c'est-à-dire déterminant de m. Donc ce qui nous pousse à poser la définition suivante. F de u dans u est linéaire, b base de u, on définira déterminant de f comme étant le déterminant de sa matrice m, où M est la matrice de F par rapport à une base quelconque. Donc, pour avoir le déterminant d'un endomorphisme, je prends la matrice de cet endomorphisme par rapport à une base quelconque, B, je considère sa matrice par rapport à cette base, et je considère son déterminant. Le déterminant, c'est par définition le déterminant de F. Bien. Alors, pour le dernier paragraphe, rendre une application linéaire, bien. Alors, soit f de u dans v linéaire, soit f de u dans v linéaire, n égale matrice de f par rapport à la base B et C. Remarquez que f ici est une application de u d'un espace u vers un espace v. B, sous-entendu, c'est une base de u. C est une base de v. Donc, le rang de f, c'est par définition la dimension de im de f. On le sait déjà. Et la proposition, il dit que le rang de f, c'est le rang de m. Alors justement, pourquoi? Parce que le rang de M, il est donné par les images des vecteurs d'une base, donc, et IMF, il est engendré par les images des vecteurs de base, donc c'est tout à fait clair que rang de F égale à rang de M. Alors, un exemple, soit F appartenant à L de R3, R4, c'est-à-dire une application linéaire de R3 vers R4, qui est donnée par rapport au choix de base canonique, B3 c'est la base canonique de R3 et B4 c'est la base canonique de R4 par cette matrice-là. 3 lignes, 4 lignes, 3 colonnes. Donc B3 c'est la base canonique de R3 et B4 c'est la base canonique de R4. Alors, c'est une matrice à 4 lignes et 3 colonnes. L'espace de départ étant de dimension 3, l'espace d'arrivée étant de dimension 4. C'est tout à fait normal. Bon, alors, on a un déterminant d'ordre 3 non nul extrait de M. Voilà, donc le rang de F, c'est le rang de M, et c'est 3. Maintenant est-ce que le calcul se ramène en fait maintenant à un calcul du rang de matrice, qu'on sait le calculer. On sait très bien calculer le rang d'une matrice. Alors pour terminer, encore quelques éclaircissements. Si vous avez F, l'application de U vers U, l'identité qui est à X associe f de X égale X. C'est ce qu'on appelle F, c'est l'identité de U. Alors, vous prenez B, une base de U. C'est quoi? La matrice
de f par rapport à la base B. Ben, la matrice de f par rapport à la base B, comme c'est l'identité, donc n'importe quel élément de la base aura pour image lui-même, donc on aura 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc., etc., 1. Donc finalement, la matrice, c'est l'identité. Donc, c'est l'identité. Donc la matrice de l'application linéaire qui a x associé x, c'est la matrice identité. Un autre exemple, si vous avez f de u vers v qui a x associé f de x égale à 0, c'est-à-dire l'application nulle. C'est quoi ça? Si vous avez b, une base de u, c, une base de v, c'est quoi la matrice de f par rapport à la base b et c? Ben, puisque tout élément a une image nulle, ben, la matrice, ça sera la matrice où il n'y a que des zéros. Donc, ça sera la matrice nulle. Voilà. Alors, autre chose qu'on pourra dire, c'est que si f de u vers u linéaire, vous savez que f est injective si seulement si le rang de f égale à n. Sous-entendu, n, c'est la dimension de u. Ça, on le sait. Hein? D'après le théorème fondamental, on peut dire que f est injectif si seulement si rang de f égale à n. Mais ça, c'est encore équivalent à le rang de sa matrice M est égal à n. Où M, c'est la matrice de f par rapport à un choix de base B et B comme ça. Hein? Où B est une base de U. Mais ça veut dire quoi, rang de M égale à n? Ça veut dire que M est inversible. Donc finalement, f est injective si seulement si M est inversible. Mais vous savez aussi qu'une application linéaire d'un espace U vers lui-même, il y a équivalence entre injective et surjective, et donc aussi bijective. Donc finalement, f bijective si seulement si M est inversible.